obtenir un premier financement et comment optimiser ses énergies et son temps pour faire décoller son entreprise. Entreprendre au Bénin, les leçons d'un choix à la fois passionnant et périlleux, c'est le thème de cette émission spéciale. Et pour en parler ce matin, je suis avec un gestionnaire des risques financiers, Florent Rouessou. Bonjour. Bonjour Jean-Luc, bonjour chers auditeurs. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce matin et de parler d'un sujet qui est aussi passionnant qu'est l'entrepreneuriat des jeunes. Vous êtes aussi patron d'entreprise. Vous partagerez sans doute au cours de cette émission votre expérience personnelle avec les jeunes entrepreneurs qui nous suivent. À la technique, pour m'accompagner ce matin, Christopher Echotan et Semiat Yessoufou. Vous pouvez, chers auditeurs, nous suivre sur la 88.6 MHz en bande FM, mais aussi vous avez la possibilité de nous regarder en direct sur notre page YouTube, groupe de presse Le Matinal. Florent Rouessou, je sais que la question de l'entrepreneuriat des jeunes vous passionne particulièrement, vous avez commencé à le dire. Vous réalisez régulièrement de petites capsules de sensibilisation sur le sujet. Ce qui m'amène à vous poser ma première question. C'est quoi le sens de l'entrepreneuriat pour vous? Entreprendre représente quoi à vos yeux? Ok, d'abord, il faut dire que l'entrepreneuriat, au sens simple, c'est l'action d'entreprendre. Mais dans le contexte de la finance et de l'économie, c'est cette capacité à pouvoir multiplier, à pouvoir générer de l'argent et surtout cette habileté à pouvoir garder une partie pour soi. Parce que quand tu entreprends, que tu génères de l'argent et que tu mets tous tes profits dans les charges ou les dépenses et que tu n'en gardes rien, finalement tu n'entreprends plus, tu es découragé, tu fermes. Donc il faut pouvoir garder une partie pour soi. Et donc pour réussir ça, j'ai identifié trois qualités. Il faut la patience, parce que c'est là même le nœud de l'entrepreneuriat. Il faut être rigoureux pour pouvoir passer au niveau suivant. Et la dernière qualité, c'est l'humilité. Ce qui manque un peu à notre jeunesse. On va en parler tout au long de cette discussion. Mais pourquoi c'est si important d'entreprendre déjà? Bon, déjà parce que l'entrepreneuriat, c'est quand tu veux imposer ta vision au monde. Tu as une ambition, tu veux être celui-là qui produit le meilleur jus dans la zone, tu veux pouvoir nourrir ta population, tu veux pouvoir habiller, tu veux pouvoir servir. Quand tu veux servir, tu as une vision dans un temps lointain, tu ne commences pas à entreprendre maintenant. Donc si tu n'as pas de vision, là tu observes et puis tu subis. C'est une question de vision. C'est une question de Est-ce vision. que tout le monde a déjà la vision au départ? Je pense qu'aujourd'hui, ce que je vois, je vous donne un chiffre par exemple. L'année passée, 2022, la pièce, l'agent de promotion pour les investissements d'exploitation, a reçu 56 000 créations d'emplois, dont 50 000 sont des établissements. Et dans ce lot, vous avez près de 85% qui sont des jeunes. Ça veut dire que la jeunesse est en train d'entreprendre. Il y a un intérêt. Exactement. Quand tu vois les chiffres chaque année, tu dis, mais tiens, il y a un intérêt là. Bien sûr. Intérêt pour la jeunesse, intérêt, vous avez évoqué des chiffres qui ne cessent de s'accroître chaque année. En matière de financement, quelles sont les erreurs? Et c'est ça, je pense, la thématique de notre émission. Quelles sont les erreurs déjà que vous remarquez chez les jeunes entrepreneurs de votre position? Déjà, il faut dire que la question n'est pas est-ce que les jeunes connaissent les sources de financement. Je pense que tout le monde connaît où se trouve l'argent. Et l'argent va à ceux qui savent le multiplier. C'est-à-dire? L'argent va à ceux qui savent le multiplier. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, au Bénin, en décembre 2022, nous avons près de 15 établissements bancaires. Quand vous vous amusez à regarder leur bilan, leur fonds propres, c'est des milliards en dollars US. On a également près de 111 microcrédits, coopératives de crédit. Ça veut dire que l'argent est disponible. Mais est-ce que la jeunesse a la capacité de tirer l'argent vers elle? Et c'est ça le problème. Comment s'y prendre? Beaucoup pensent que quelqu'un qui réussit a l'obligation d'aider ceux qui veulent réussir. Ce n'est pas vrai. Il y a une manière. Donc d'abord, je vais peut-être rappeler rapidement les sources et expliquer comment chaque source se comporte.
Les sources de financement. Les sources de financement. Allons-y. D'abord, il y en a tellement, mais par rapport à notre contexte, notre culture au Bénin, je vais citer 3 catégories de financement. La première catégorie, c'est ce que je vais appeler peut-être le plus simple. Le plus simple. Dedans, il y a d'abord l'autofinancement. Quand tu as ton projet, tu es la première personne qui doit te sacrifier tes économies, ton épargne. Je ne dis pas tout, parce qu'il faut avoir une vision à long terme. Mais déjà, tu engages tes biens, peut-être ta moto, peut-être ton téléphone. Ça, c'est d'abord la première source. Ensuite de ça, il y a ce qu'on appelle les love money. Ceux qui t'entourent, ceux qui t'aiment vraiment, genre tes parents, tes amis. Pas parce que tu es bon en entrepreneuriat, parce que tu n'as pas encore fait tes preuves, mais parce qu'ils t'aiment bien, ils te font confiance, tu es un bon enfant, tu es un bon ami, bon, on va t'aider dans ce sens-là, mais souvent, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Ça, c'est la deuxième source de financement pour les jeunes qui veulent débuter. La troisième source, c'est s'associer. Souvent, les jeunes n'aiment pas s'associer. J'ai un projet je vais mettre en place peut-être une boutique de prêt-à-porter. Il me faut peut-être 1 million, mais j'ai 300 000. Je vais trouver des jeunes qui ont la même ambition que moi. Je m'associe avec eux, on ouvre notre première entreprise. Mais souvent, les gens ils n'y pensent pas, ils veulent être seuls et du coup, ça traîne. La quatrième source, que je dis toujours simple, c'est la tontine. La tontine, c'est un levier culturel important que nous ne savons pas utiliser au Bénin. Les gens font la tontine sans avoir un objectif fixe. La tontine a 2 faces. Si tu fais la tontine et que tu ramasses ta part en dernière position, c'est que tu fais l'épargne. L'épargne qui ne te produit rien, ce qui n'est pas bon, ce qui est grave. Si tu fais de l'épargne, tu vas ouvrir un compte d'épargne dans une banque et au moins avoir des intérêts sur ton argent. Mais si tu as un projet structurel, tu es dans un groupe structuré et que vous avez un objectif ensemble, là tu te mets dans une tontine. Et chacun à son tour ramasse pour l'objectif fixé. Mais chez nous, souvent, on peut même faire des fêtes, même on fait des tissus pour dire on fait des tontines, ce qui n'a pas de sens. Donc, si tu es parmi les 3 premiers par exemple, c'est comme si tu fais un prêt à taux zéro. Et là, ça peut t'aider à lancer ton business. À rentabiliser, ce que tu as reçu avant la fin de la tontine. Exactement. Si c'est sur 1 an, déjà 3 mois, tu as déjà les 1 million que tu veux pour démarrer ton business. Évidemment. Et ça, c'est la première, je veux dire, la partie la plus simple. Et ça, tout le monde a accès à ça. Autant que nous sommes, tu connais quelqu'un qui a un peu les moyens, tu connais un parent, un ami, tu travailles, tu as de l'épargne, forcément. Et beaucoup n'aiment pas épargner aussi. Ça, on va revenir dessus dans le temps. Et la deuxième catégorie, c'est ce que j'ai appelé le système financier. Les banques, les microcrédits, les coopératives. Je n'ai cité des chiffres, 111 microcrédits, 12. Le marché est là. Et tout le monde sait qu'ils sont là pour accompagner l'économie. Et la dernière catégorie que je vais citer, je vais dire, c'est le capital risque, c'est les business angels, c'est les apporteurs d'affaires, ou c'est les, je vais dire, il y a également les investisseurs d'un certain niveau. Et ça, aujourd'hui, tout ce qui me coûte n'est pas forcément encore assez à ceux-là. Mais la première catégorie, la deuxième, je pense que tout le monde a assez. On a l'impression que tout ça est structuré, est bien organisé et ça ne devrait pas poser de problème pour avoir du financement pour commencer un projet. Normalement, parce qu'il ne faut pas aller vers quelqu'un qui a réussi en lui demandant « donne-moi de l'argent ». Quand tu as un projet de 1 million par exemple, tu me demandes 500 000. Mais non. Tu as dit que tu vas gagner 500 000 juste à ne rien faire comme profit. Ça n'a pas de sens. Tu ne vas pas non plus dire, ok, s'il te plaît, j'ai besoin de 500 000. Non, il faut être plus structuré que ça. Il faut pouvoir me dire, j'ai déjà mobilisé ça moi-même, je veux telle machine, je veux telle boutique, je veux telle... Voilà, tu cites le pourquoi de ton besoin. Peut-être que je n'ai pas l'argent, parce que personne n'a l'argent quelque part à côté, en disant, tiens, il va venir me voir, j'ai un budget là, pour lui ou bien pour elle. Personne n'a ce budget-là. Personne. Donc, tout est question il faut prévoir. Donc, peut-être que je n'ai pas l'argent, mais j'ai peut-être un ami qui va peut-être te donner une machine, peut-être te donner ça sans le cas en entendant. Il faut expliquer, il y a la démarche qu'il faut avoir et rassurer également que tiens, si tu mets ton argent, je vais te rentabiliser ou te retourner au moins ton argent. Mais souvent, les gens demandent du don. C'est qui n'a pas
deux sens. Maintenant, la première catégorie, c'est comme, je vais dire, une phase pilote. Et c'est là se trouve le nœud même de l'entrepreneuriat. Et beaucoup de nos jeunes sont à ce stade-là, ils vont stagner pendant des années. Tu vois la même personne dans sa boutique depuis 20 ans, même endroit, tu vois la bonne dame qui vend ses beignets, même endroit, il ne bouge même pas une chaise de plus. Le décollage de l'entreprise. Le décollage. Parce que la rigueur n'y est pas. La rigueur, c'est quoi? Quand tu veux entreprendre, tu dois avoir forcément ton modèle économique. Tu as ton modèle, c'est qu'on va expliquer plus tard. La première année de ton entrepreneuriat, c'est que tu vas tester. Tu prends 6 mois, tu vas tester ton modèle. Le second 6 mois, tu vas le retester. Quand tu finis de tester pendant 1 an, là, tu écris ton business plan, ton plan d'affaires. Et à partir de là, tu peux aller voir les banques. Tu peux aller voir les banques les bras croisés sans les chiffres. Peut-être que tu es déclaré au gouvernement, enfin tu es juridique, tu es légal, mais tu n'es pas officiel vis-à-vis des banques. Mais Florent Rousseau, il y a quelque chose de nouveau que peut-être vous apprenez aux auditeurs. On a toujours entendu que le business plan, c'est d'abord le document qui, de base, c'est avec ça que tu te lances. Là, maintenant, vous expliquez que c'est après 1 an que tu écris ton business plan. Est-ce que il n'y a pas quelque chose là qui nous échappe? Dites-nous. Justement, le business plan, c'est quoi? C'est un document, un gros document de près de 60 pages, mais qui est prévisionnel. Tu prévois que, bon, voilà, je vais faire 100 000 de chiffre d'affaires, je vais faire 200 000, mais tu ne connais pas encore le terrain. Tu ne connais pas encore le terrain. Et dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Si tu me suis un banquier, tu veux me voir pour dire, tiens, j'ai besoin de 5 millions, voilà mon business plan, je te dis, tu n'es pas encore prêt. C'est qu'il faut commencer. Quand tu veux commencer, tu commences d'abord par mettre en place ton modèle. Ton modèle, c'est quoi? C'est 9 compartiments. D'accord? Premièrement, quelle est ma cible? Je veux vendre un produit. Est-ce que le besoin est là? Quelle est ma cible? Quelle est la segmentation de ma cible? Est-ce que c'est des employeurs? Est-ce que c'est des employés? Est-ce que c'est les fonctionnaires? Est-ce que c'est les étudiants? Tu dois pouvoir identifier clairement à qui tu veux vendre. Oui. Ensuite, tu dois pouvoir savoir comment est-ce que tu atteins ta cible. Est-ce que la cible vient vers moi dans ma boutique ou je vais vers elle? Souvent, tu vas voir les gens vont dire, je vais publier sur Facebook. Facebook, c'est vague. Essaie de publier une chose, tu verras que tu vas vendre. Ce n'est pas aussi simple comme on le pense. Donc, des fois, on pense que sur papier, c'est beau, tu es sûr, mais dans la vraie vie, ce n'est pas ça. Ensuite, tu vas expliquer comment tu vas traiter ta clientèle, un peu ta relation clientèle. Vous savez que les compagnies mettent beaucoup de moyens pour cette affaire-là. Pour le marketing et pour entretenir la clientèle. C'est important. Les community managers, par exemple, sont dans ce système-là. C'est tout un métier. Donc, c'est important pour l'entrepreneur. Parce que je ne suis pas dit de dire, j'ai l'idée, j'ai besoin de l'argent. Ça ne suffit pas pour convaincre un banquier, par exemple. En 4e position, tu as les activités clés. C'est-à-dire les activités sur lesquelles tu ne peux pas faire ton affaire. Les ressources clés, de quoi as-tu besoin? Les coûts, tu dois pouvoir expliquer la structure des coûts, tes revenus et tes partenaires surtout. Les fournisseurs, je vais dire le partenaire financier, même le gouvernement est un partenaire dans ton business parce qu'il faut payer des impôts, il faut avoir des informations, des formations. Mais souvent, on ne prépare pas tout ça là. Donc les 6 premières années, tu testes chacun de ces compartiments-là. 6 ou 6 mois, 6 années. Non, 6 mois. Tu testes chacun de ces compartiments. Donc c'est une phase pilote. Parce que souvent, je parle de l'humilité parce que les gens, quand ils commencent, ils se disent qu'ils sont des PDG, ils sont des CEO, ils sont des chefs d'entreprise. Donc, rapidement, ça monte dans la tête. Et on ne se focalise pas, on est plus rigoureux dans ce qu'on fait. Et c'est les soirées, voilà, on veut faire le patron, mais on n'est pas encore là. Donc, avant les 1 an là, tu vis comme tu vivais toujours avant. Tu fais tu testes ton modèle, tu testes encore, et c'est après ça là que tu peux faire ton business plan. Là, tu pourras dire que même en parlant de ça, tu es passionné. Le banquier sent que tu comprends, que tu as déjà géré les obstacles, tu as déjà géré tu as déjà continué beaucoup de problèmes, tu as géré la concurrence. Ça, c'est des faits. Mais sur un papier, tu ne peux pas dire comment tu gères la concurrence. C'est parce que tu vas sur le terrain.
Les gens sont venus à Lomé, dit, ils veulent ouvrir un prêt-à-porter. Ils sont allés au marché de Lomé à Sigame. Ils sont entrés bredouilles. Mais sur le papier, c'était genre, c'est Lomé, mes fournisseurs. Mais Lomé, c'est structuré sur papier. Voilà, ils sont structurés sur papier, c'est joli, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de graphismes et tout. Mais dans la vraie vie, là, c'est le modèle qui te permet de faire la vraie vie. Et après, tu remplis ton business plan parce que tu as des chiffres. Ouais, j'ai pu faire peut-être 500 000, j'ai dépensé ça. Et mes employés, ils sont comme ça. Parce que ça aussi, tu gères aussi les ressources. Les ressources humaines. Tu gères les ressources humaines. Et c'est un problème que tu n'as pas sur papier, en fait. La réalité, c'est autre chose. Tu vois, donc le banquier comprend. Mais quand on passe cette étape d'1 an de test dans la vraie vie, de comment les choses se passent, est-ce que ça devient plus facile maintenant de convaincre un banquier? Absolument. Tout se passe comme sur des roulettes. Parce que tu as des chiffres, tu as fait une expérience, tu as un résultat. Parce que le banquier, il faut dire, quand vous observez le tissu économique béninois, près de 99% sont des entrepreneurs. Et la banque finance l'économie. À travers qui? À travers les entrepreneurs. Quand je dis qu'on a 15 établissements bancaires au Bénin, on a 111 microfinances. Ils financent qui? Ceux-là. Les entrepreneurs. Donc, il y a des gens qui ont su comment le faire. Donc, quand tu as fait l'expérience 1 an, tu as documenté ton plan d'affaires. Oui, je vais faire un business. Voici mon plan. C'est factuel. Ce n'est pas genre, je vais le faire ou je... Non, c'est factuel. Le banquier met à ta disposition tout ce dont tu as besoin. Parce que nous, à la banque, qu'est-ce qu'on fait? On va étudier ta rentabilité ajustée au risque. Si tu as l'expérience, le risque est moins. Si tu as le gérant toi-même ou tu vas laisser ça à ton frère ou à ta soeur, ce n'est pas le même risque au fait. Le risque de contrepartie. Mais l'entrepreneur, lui, ne voit pas ça. Mais nous, on regarde ça à travers ce que tu nous dis, ce que tu nous montres. Et le risque est important à évaluer avant de financer tout projet. Absolument, parce que la banque me fait de l'argent. La banque, c'est un investisseur. Et je pense que la banque accompagne plus. Je vais vous donner un exemple de chiffre. On va me dire que la banque est chère, la banque est chère. Je dis, tu vas à la banque aujourd'hui, tu fais un prêt de 1 million. Je vais dire, tu as autour de 10% de taux d'intérêt. Maximum, je dis le cas sévère, tu as 15%. On va dire que c'est trop, c'est énorme. Mais tu fais 1 million, tu vas rembourser 150 000 francs après 1 an. On est d'accord. Sur le marché béninois aujourd'hui, il y a des produits qui te donnent au moins 30% par mois. Tu vas à Tantokpa, tu achètes des produits, tu reviens chez toi à Sémé, à Comé, à Porto-Novo, où tu veux. Tu peux les revendre, un produit que tu achètes à 1000 francs, tu peux les revendre à 1300. Et que tu te fais 30%. Ça existe. C'est là que tu as analysé le besoin. Qu'est-ce qui manque dans ma communauté? Est-ce que c'est l'eau qui manque? Est-ce que c'est les habits qui manquent? C'est le ciment qui manque? Quel est le besoin? Parce que si tu identifies mal ton besoin, tu vas faire un produit où les gens ne vont pas acheter. Et dans tes 1 an là, que tu as su que ton produit ne passe pas. Tu vas pas aller à la banque pour dire que tu veux de l'argent. Non. En gros, il faut conseiller ou vous conseiller aux jeunes de démarrer par peut-être des petites, on va dire, des petits financements ou des tontines, comme vous avez évoqué dans une première catégorie tout à l'heure, avant d'arriver à l'étape où on va vers les banques. Il faut se dire que j'ai 1 an comme phase pilote. 1 an. 1 an. Est-ce que il peut arriver qu'on dépasse cette durée de 1 an? Si tu es patient, si tu es rigoureux, si tu es humble, les 1 an te suffisent largement. Même si, je vais dire 6 mois, normalement, te suffit. Mais il te faut encore un autre 6 mois pour, comme on dit, l'antithèse ou l'anti-test, si tu veux. Deuxième test pour confirmer vraiment que ça marche. Tu vois. Et après ces 1 an, qu'est-ce qui se passe? Tu te lances? Après 1 an, c'est que tu as les résultats. Tu te dis, ok, je vais faire un business. J'ai testé, voilà mes coûts, voilà mes dépenses, voilà mes revenus. Tu es confortable. J'ai assez de marge pour maintenant aller agrandir. Et là, tu te tournes vers les institutions financières. Est-ce que c'est indispensable de se tourner vers les institutions financières, comme vous le dites? Est-ce que c'est indispensable ou on peut se contenter d'avoir des ressources à gauche, à droite, ou de ses propres économies et pour continuer et porter l'entreprise véritablement? C'est
même, je vais dire même, c'est vital. Parce que déjà, elles sont là pour t'accompagner. Quand vous allez demander le premier riche ou le premier riche de l'Afrique, Dangote, il a des prêts partout. Vous prenez même nos entrepreneurs de haut niveau du Bénin, ils ont des prêts partout. Vous allez au Nigeria, vous allez en Afrique du Sud, ils ont des prêts partout. Il n'y a pas quelqu'un qui peut réussir à s'imposer sur le marché, atteindre sa vision sans se faire accompagner par un partenaire financier. Ce n'est pas possible. Même les pays ont des partenaires financiers. Pourquoi pas toi? Si tu veux faire ton business, ta petite cabine, vendre les produits de MTN dans ton coin pour vivre au jour le jour, ok, c'est un choix, mais ce n'est pas une vision. Mais si tu veux pouvoir couvrir tout un département, il te faut au moins avoir 1, 2, 3, 4. Si tu veux couvrir tout le pays, il faut rêver grand, mais commence petit. Et là, l'argent, mais aujourd'hui, il y a même des banques qui ont trop de liquidité même. Ils ont trop d'argent, ils ont trop de liquidité. Ils cherchent des opportunités. Ils cherchent des opportunités de financement. Mais il faut que la jeunesse comprenne la démarche de la banque. Tu vas chez le banquier avec des chiffres. Quand tu vas voir aujourd'hui, fais le tour dans notre commune ou dans le Bénin, va voir un jeune entrepreneur, demande-lui, montre-moi tes chiffres. Explique-moi comment tu gères ça, comment tu gères ça, comment tu gères ça, montre-moi ta trésorerie. Il ne tient pas ça. Mais comment tu me conviens, moi, Florent, à investir dans ton business, si tu veux des associés? Comment je me base sur quoi? Même, vous demandez même à nos mamans là, qui font du microcrédit 50 000 francs, 100 000, chez les coopératives ou bien les agences, les CA se déplacent vers le business pour aller voir. Et souvent, c'est combien? 100 000, 200 000. Mais toi qui es ambitieux, qui as une vision, il te faut des millions. Mais comment tu fais pour avoir les millions? Ne pensez pas que vous voyez beaucoup de gens, ils se disent millionnaires ou bien milliardaires, ils ont des actifs, c'est vrai, mais ils ont de l'argent aussi à payer à la banque aussi. En gros, c'est pas une mauvaise chose de solliciter des prêts dans les institutions bancaires. Il faut avoir un partenaire financier quand tu commences à faire tes affaires. C'est un conseil à respecter strictement. Si tu veux vraiment, si tu as une vision, d'ici 5 ans, je me vois où? Dans 5 ans. Ça dépend de ta vision. Si tu as une grande vision, tu commences, tu as un partenaire financier, tu vas ouvrir ton compte bancaire, d'accord? Et ton chargé de clientèle, ton conseiller bancaire, vous êtes en contact. De temps en temps, tu l'appelles, tu lui fais le point, juste pour l'informer. Tu vois, ça commence par là, la relation avec ton partenaire financier. 6 mois après, tu prends rendez-vous, tu vas chez lui, tu lui expliques comment tu évolues, il capte. Parce que lui aussi, il est dans un système. Il prend ton dossier, il va aller voir le comité de crédit. Il faut que d'abord lui soit convaincu de ce que tu lui racontes. Donc tu viens avec des chiffres, ton plan, il t'accompagne dans ça, mais il faut que tu le rassures lui-même que non, si tu me défends, c'est que j'ai un bon business qui est rentable, que je suis solvable. Vous avez évoqué un aspect de la question il y a un instant, la question des chiffres. Vous demandez à un primo-entrepreneur, un an après, quels sont ses chiffres, comment il a pu progresser avec le temps, et il est incapable de vous fournir des chiffres. Mais qu'est-ce qui, à la base, pose ce problème? C'est la formation des entrepreneurs, des jeunes, qui fait qu'on ne peut pas tenir des chiffres, une comptabilité claire et traçable? Il y a le manque de formation. Il y a aussi le manque de rigueur. Parce que la plupart, c'est je veux ouvrir ma petite boutique pour faire la quincaillerie ou bien pour vendre des produits de la communication. Le gars, il vit de ça au jour le jour. C'est-à-dire, il puise de l'argent dans la caisse de l'entreprise. Sauf même malade, il prend dedans, il veut faire une fête, il prend dedans, il veut faire une agor, il prend dedans. Donc du coup, il mélange la gestion personnelle et la gestion de l'entreprise. Tout est mélangé, il n'y a pas un fichier de stock, fichier de trésorerie, il n'a rien. Et la plupart aussi, est-ce qu'ils ont accès aux outils informatiques pour tenir des fichiers? Ce n'est pas évident. Donc il faut forcément la formation, il faut l'accompagnement.
Je pose la question parce que la formation, c'est vous, peut-être que vous êtes d'accord avec moi, la formation, elle est importante. Est-ce qu'aujourd'hui, le système éducatif béninois forme véritablement à produire des entrepreneurs? Bon, je pense qu'il y a quand même pas mal d'institutions, d'agences qui travaillent dans ce sens-là. Je prends par exemple l'agence de la promotion des investissements. La pièce, par exemple, ils font des formations, ils font des conférences. Je prends également les centres de gestion agréés, également, ils font des formations, ils font des conférences. Mais il manque le petit truc qui va faire engager la jeunesse vers la chose. L'engagement. Il te dit que j'ai dit à ma boutique et tout, je gagne un peu ma vie, je vais foutre quoi dans la formation. On a tellement fait de formation, mais tu ne décolles pas, mon gars, tu ne décolles pas. Qu'est-ce qui te manque? Il te manque aussi le réseautage. Parce qu'en allant à la formation, parce que tu vas trouver aussi des partenaires, des distributeurs de ton produit, tu ne sais pas. Parce que tu es un ensemble de jeunes qui veulent réussir comme toi. Parce que tu veux un produit dont il a besoin, tu n'en as aucune idée. Mais c'est là-bas que tu vas découvrir toutes ces potentialités-là. Tu prends des contacts avec des partenaires financiers, d'autres types de partenaires. Donc il faut ce dépassement-là, de dire, bien que j'ai mon business qui marche, j'ai besoin de me faire former continuellement, de me faire accompagner. Même, je dis, tu vas avoir, quand il y a des matchs de football, là, les champions, c'est dit, tu vois la jeunesse en train de crier, tu sens la ferveur, tu sens la joie, c'est qu'ils comprennent les règles du jeu. Ils aiment le foot. Mais si tu le mets sur un terrain de foot, avec un ballon de foot, il ne peut pas jouer comme Messi, comme Ronaldo, souvent un peu. Donc, il y a théorie, la passion, l'engagement pour la chose sportive. Il faut aller au-delà de ça. Et le déclic va venir d'où? Il faut aller au-delà de ça. Je pense qu'il faut... Ce que moi je vais proposer par exemple, c'est que, au gouvernement bien sûr, si on a aujourd'hui au Bénin, je pense, 549 arrondissements, d'accord? Si le gouvernement peut mettre à la disposition de chaque arrondissement 2 conseillers en entrepreneuriat, 2, pour former, genre avoir des maisons d'entrepreneuriat dans chaque arrondissement, pour orienter tous les jeunes de cet arrondissement vers cette maison-là. Il y a des formations régulières et le suivi. Parce que, comme je dis, même Messi qui est là, il a un coach pour lui dire comment manger. Vous comprenez ça? Il a un coach pour lui dire comment jouer dans le ballon. Il est champion du monde, il a 7 ballons d'or. Malgré ton niveau, même Dangote va se former aux États-Unis. Il va faire des conférences, il revient pour des formations. Donc, et nous alors, il faut que on met à disposition à des coûts, des bas prix, pour qu'ils puissent aller. L'État a une continuité. Peut-être qu'ils vont investir maintenant, même peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, ça va prendre. Il faut provoquer le déclic. Si je sais que dans mon arrondissement, ici c'est à Mangandang, j'ai la maison qui est accessible, je vais peut-être payer 1000 francs ou 2000 par mois, formation, je vais me conseiller, voilà, j'ai tes problèmes et tout, tu as fait ça, que tu as fait ton stock, que tu as fait ta trésorerie, je vais voir ton compte, je vais voir. Ça va forcément tomber. C'est comme, on ne les tient pas là, mais il faut accompagner la jeunesse. Il faut que l'État central accompagne la jeunesse à travers les arrondissements. On va continuer, on va évoluer dans cette discussion, Florent Rouessou, et parler peut-être d'expérience personnelle, parce que tout ce que vous dites, c'est bien beau. Quelqu'un peut dire dans sa maison, c'est bien beau, c'est important, c'est joli à entendre, mais lui-même, est-ce qu'il a mis tout ça en pratique? Comment vous avez réussi à financer votre premier projet personnel? C'était un prêt, c'était de la tontine? Bon, disons que je vais dire que je suis dans une catégorie un peu au-dessus, je m'excuse du terme, parce que déjà moi je suis dans le salariat, j'ai un salaire qui n'est pas mal, ça me donne quand même un bon coussin pour commencer, d'accord? Je suis banquier, donc j'ai accès plus facilement à cause de ma position auprès bancaire. Je suis dedans, donc comme on dit, qui travaille à l'hôtel vide de l'hôtel. Vous avez suffisamment les poches remplies pour pas commencer un business. Au moins, je peux trouver rapidement, en un mois, ce qu'il faut pour commencer un business. Et par le passé, j'ai
mis en place des entreprises. J'étais dans la télécommunication, je suis dans l'éducation. Aujourd'hui, on peut dire qu'on exporte des produits alimentaires de l'extérieur. Ouais. Donc, le début, j'ai pu mobiliser à cause de mon salaire, de mon entourage. Mais avec le temps, il m'a fallu quand même démontrer mes chiffres. Parce que là, ce n'est plus le salarié qui veut de l'argent, là, c'est l'entrepreneur qui veut de l'argent. Et là, il m'a fallu quand même avoir un plan d'affaires rigoureux et convaincant, parce que je connais les règles de la maison. Ce que je vous dis. D'accord? On peut dire que dans votre cas, ça a été quand même facile. Exactement. Que le jeune dans sa maison aujourd'hui peut dire que c'est parce que lui, de sa position, il avait cette facilité-là qu'il a réussi à entreprendre facilement. Mais la passion que j'ai pour cette jeunesse-là, de retour de mon périple occidental, j'ai quand même accompagné pas mal de jeunes dans le transport, dans leur premier business. Au début, c'était dur, mais à force de les presser, les gens aujourd'hui, ils ont 2, 3, 4 voitures aujourd'hui. Ils ne connaissent pas un. Parce que je les ai appris comment épargner, comment réduire ce qui n'est pas important, ce qui n'est pas urgent. C'est dur pour la jeunesse de dire, voilà, je vais réduire les sorties, les boîtes de nuit, je vais réduire les agores, parce que c'est chez nous, c'est la coutume. Donc, mais ceux qui ont pu appliquer ça, je pense qu'au moins les 3 quarts ont réussi à m'écouter. Aujourd'hui, ils ont multiplié. J'ai vu même encore un hier, vers Grand Popo là-bas. Je suis fier de voir que certains ont compris. J'ai fait des formations dans la chose. Il y a des partenaires qui se sont noués entre eux. Ça me fait plaisir. Je dis, on peut encore faire plus. On peut encore faire plus. Donc, dans le futur, c'est pouvoir quand même organiser des concours d'entrepreneuriat qui va permettre à ces jeunes de les tenir éveillés sur la chose. Les tenir éveillés sur la chose. Alors, ça, c'est un peu comme du mentorat que vous faites à des jeunes. Et ça, c'est important aussi, non, dans le monde entrepreneurial, que certaines personnes qui ont pu peut-être tirer leur épingle du jeu tendent la main à certains plus jeunes qu'eux. Exactement. D'où je parlais des conseils en entrepreneuriat. Si ces jeunes... Et ça, c'est au niveau étatique. Oui. Bon, ouais, parce que moi, je peux le faire peut-être chez moi, mais ça ne fait pas au niveau national. Moi, j'ambitionne au niveau national. Tu sais que dans mon arrondissement, j'ai quelqu'un à qui je peux m'adresser à tout moment, qui est là, assis, à m'écouter, qui peut me dire, ah, toi, bon, tu n'as pas fait ici, voilà ton plan d'action, tu dois faire ici chaque semaine. Tu te sens obligé de le faire. Mais si tu te dis, bon, c'est toi-même, je le ferai plus tard. Je le ferai plus tard. Et une semaine passe, 2 semaines passent, tu vois que 3 mois, tu es toujours au même niveau. Parce que les problèmes du quotidien t'absorbent. Avec le recul aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que les choses se sont améliorées ou le climat des affaires s'améliore au Bénin au fil des années? Je pense beaucoup oui, vu là où on a quitté. D'accord. Aujourd'hui, ce qu'on peut noter tout de suite qui est factuel, c'est le choc de la simplicité. C'est-à-dire? Tu peux créer ton entreprise aujourd'hui en moins de 2 heures avec une somme modique 10 000 depuis ta maison. D'accord? La pièce est une agence aujourd'hui plus dynamique. D'accord? Je les vois sur le terrain, je les vois agressifs, je les vois aller vers la jeunesse. D'accord? Le guichet unique également offre beaucoup de choses. Tu es dans ta maison, tu as tout ce qu'il te faut comme information. Et ce qui est allé encore au-delà de l'espérance, c'est la loi qui a été votée en 2020, la loi 2020-03, sur la promotion des micro, petites et moyennes entreprises, qui protège, je vais dire, les MPME. Ils ont accès au marché public, ce qu'ils n'avaient pas assez avant. Ils ont une durée de paiement, ils peuvent faire des sous-traitants. Donc je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse a les outils qu'il faut. Ce qui leur manque, c'est juste le mentorat pour les accompagner. Tu as ton enfant, tu as pu le mettre dans une école privée, chère. Il faut quand même un maître d'études à la maison pour dire, on refait l'exercice quand même. Et c'est de là que tu seras un champion. Il n'y a pas de champion sans accompagnement. Il n'y a aucun champion dans ce monde-là. Que tu sois bosseur, footballeur, c'est pas ce que tu fais comme sport. Tu ne peux pas être champion sans un coach, sans un accompagnement quotidien. C'est pas possible. Donc si on va avoir des champions au Bénin, il faut forcément que notre jeunesse ait des coachs, de l'accompagnement.
au quotidien. Et vous insistez là-dessus. Ça me tient à cœur. Mais quel est votre regard finalement sur le monde de l'entrepreneuriat en général en Afrique et dans notre pays? Vous avez commencé par l'évoquer dans notre pays, mais en Afrique, est-ce que c'est la même chose d'un pays à un autre? Votre regard sur comment les choses se passent dans notre sous-région peut-être? Dites-nous. Je pense que dans la jeunesse de façon générale en Afrique a pris conscience de l'entrepreneuriat. Avant, c'était réservé à une certaine élite, une certaine classe. Et on parle souvent de start-up. Aujourd'hui, il y en a des jeunes pépites qui naissent un peu partout, que ce soit à Lomé, que ce soit les banques, les incubateurs d'entreprises qui suscitent même la chose. Aujourd'hui, presque toutes les banques, aujourd'hui, dans tous les pays de l'Afrique, s'y mettent. Vous voyez? Mais il faut différencier les start-up, la nouvelle tendance. Quand vous voyez aujourd'hui, Claude Jigbe, c'est une aubaine pour la jeunesse béninoise. Et les commerçants. Le commerçant lui fait du négoce. Il va acheter moins cher et venir vendre plus cher. C'est aussi une sorte d'entrepreneuriat. Et je connais un peu Togo, je connais un peu Burkina, je connais un peu Mali. Les jeunes, moi je consomme beaucoup de choses par là. Je vois sur les statuts, je vois sur les pages, je commande si j'en ai besoin. Et aujourd'hui, tu peux dire, tu n'as pas peut-être l'argent, mais tu as le temps. Tu es un jeune, tu sors de l'université, tu n'as pas l'argent, mais tu as le temps. Avec le temps, tu peux être riche. On dit en anglais, time is money. Et avec le temps, tu peux faire de l'intermédiation, tu peux faire de l'affiliation. C'est-à-dire quoi? Je parcours ma commune, je vois que, tiens, mais lui, il a une belle boutique de mèches ou de gaines. C'est bien rempli. D'accord, il a le soutien financier des banques. Et puis sa boutique est bien remplie. Je vais la voir ou je vais le voir. Je vais négocier un peu à la baisse. Moi, je suis peut-être ailleurs et je ne compte pas faire la publicité pour toi. Marketing de réseau. Dans ma communauté, peut-être la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, tu vas commencer par écouler ces produits-là, en fait. C'est comme les agents immobiliers. Ils n'ont pas d'argent. Mais quand ils te vendent une maison, ils te louent une maison, vous savez comment ils prennent dessus. Et ils parcourent juste leur communauté, leur commune, ils repèrent les maisons à louer, à vendre, et ils rapprochent le vendeur et l'acheteur. Ah, c'est l'intermédiation, tu n'as pas besoin d'argent pour ça. Et c'est aussi une autre sorte de business que les gens ne comprennent pas encore. Parce que tu as un téléphone Android, tu peux commencer par ça. Vous avez évoqué la question du temps et justement, parlons-en. Le temps, c'est important dans le monde des affaires. Dites-nous un mot sur le temps d'un jeune entrepreneur, comment il gère son temps pour capitaliser son énergie et que cela soit finalement rentable pour lui et ses affaires. Justement, j'ai fait une vidéo toujours pour motiver la jeunesse sur la notion d'importance et d'urgence. D'accord? Le jeune entrepreneur doit s'approprier ces notions-là. D'accord? Il y a 4 catégories. Ce qui est important pour toi, c'est ta vision, c'est ton objectif, c'est ce que tu veux réaliser pour grandir. Et ce qui est urgent, c'est souvent ce qu'une autre personne veut t'imposer comme étant urgent à réaliser immédiatement. Ce n'est pas ton but. Genre, tu m'appelles, tu dis, à 23 heures, tu sais, mon enfant est malade et tout, j'ai besoin de 10 000. C'est urgent pour lui, mais pas urgent pour moi. Je n'aime pas faire 10 000 là, en fait, parce que je n'aime pas d'économie pour dire, je réserve ça pour les urgences des autres. Non. Donc, en tant qu'entrepreneur, tu dois te poser la question, est-ce que c'est urgent et important ou pas? Si c'est important pour moi, genre, je dois aller, j'ai un rendez-vous d'affaires demain matin, j'ai un entretien d'embauche demain matin, je dois réparer ma voiture de livraison. Oui, c'est important pour toi, c'est urgent pour toi. Tu le fais immédiatement toi-même. Quand c'est important, mais ce n'est pas urgent, j'entends peut-être, tu veux faire du sport, tu veux lire un bouquin. Oui, c'est important pour toi, pour te cultiver, mais ce n'est pas urgent, donc c'est à faire plus tard. Ce qui est important pour toi, là, c'est ce qui est là, quoi. Ou bien, c'est pas urgent, mais c'est pas important. C'est les distractions, c'est les sorties entre amis, c'est les restaurants, c'est les boîtes de nuit, c'est les cérémonies. C'est pas important, c'est pas urgent. Et tu passes ton temps devant la télé, devant WhatsApp, les réseaux sociaux toute la journée, à surfer. Tu passes de WhatsApp en WhatsApp, critiquer. C'est pas important, c'est pas urgent. En quoi ça augmente ton chiffre d'affaires? Rien. Donc s'ils approprient cette notion d'urgence d'importance, je pense qu'ils vont aussi gagner beaucoup.
libérer du temps pour Mais autre Florent chose. Wessou, il faut un sacré caractère pour dire peut-être non à un ami qui te sollicite pour vous dites que c'est une urgence pour lui, mais pour toi c'est pas une urgence. Mais là, refuser, c'est pas donné. Je vais faire une vidéo pour expliquer comment on refuse poliment quelque chose à un ami. Parce D'accord. qu'il faut scinder la personne qui est ton ami et le besoin qu'il a. Toi, tu n'as pas de budget. Ok, Jean-Luc, tu as un salaire. Est-ce que tu mets à la fin de chaque mois un budget pour dire, pour dire que ça c'est pour mes amis qui vont venir me voir en urgence? Tu n'as pas ça. Personne n'a, justement. Tu as dit que si je dis non, je suis plus ton ami. Parfois, il faut prévoir les imprévus, non? Ou bien pour toi, si ta femme est malade, si ton enfant est malade, tu as un budget pour ça. C'est pas la même chose. Il faut que l'amitié soit, comment dire, te pousse devant. Parce qu'il y a des amitiés où tu es le seul à dépenser pour l'autre. C'est toujours toi qui dépenses, c'est toujours toi qui dépenses. Mais lui n'a jamais quelque chose à t'offrir en retour. Même pas un service, tu demandes, c'est pas possible pour lui. Mais c'est toi qui dois venir en aide, qui dois l'aider pour ça. C'est important, mais c'est pas urgent. Je dis, on verra plus tard. C'est pas méchant. Savoir refuser poliment. Poliment, oui, je vais me dire ça peut-être dans une de mes vidéos. D'accord. Comment refuser On s'achemine vers la fin de cette émission. Florent Wessou, est-ce que tout le monde devra entreprendre finalement? Est-ce que tout le monde est fait pour entreprendre? Ou il y a une catégorie qui sont formatés pour ça, ils ont le flair pour ça, ils ont le background pour ça, et d'autres qui ne sont pas, on va dire, concernés par la thématique de l'entrepreneuriat? Je dis non, parce que moi je suis dans le salariat, d'accord? C'est vrai, j'entreprends également. Si tout le monde entreprend, l'entrepreneur a besoin de salariés qui va travailler pour toi en réalité. Donc, ce qui est important, c'est ta vision du monde. C'est ce que tu veux servir. Vous voyez les grands entrepreneurs comme Dangote, Job, Personam, ils avaient une vision. Si tu as une vision, tu formes ton équipe. Tes employés sont tes collaborateurs au fait. D'accord? Tu n'as pas à les soumettre à ta volonté. Vous travaillez ensemble. Parce qu'ils sont aussi intelligents. Pourquoi tu es embauché? Donc je pense que c'est par rapport à ce que tu juges, et ta vision, ton ambition. Je dis ce qui est important, c'est de... Il faut être là où tes pieds sont. Il faut être là où tes pieds sont. D'accord? Si tes pieds dans une entreprise... Aujourd'hui, moi je suis entrepreneur. Aujourd'hui, je me vois comme expert dans la gestion des risques et tout, dans la modélisation des risques et tout. Je peux revendre ça demain. Je peux avoir un cabinet de vendre mon expertise. Mais il faut que j'ai été une fois quand même employé quelque part. C'est important d'être là où tes pieds sont. On me fait signe à la cabine technique que le temps est en train de nous mettre la pression. Florent Wessou, si je vous demandais de faire quelques recommandations aux jeunes entrepreneurs béninois, que direz-vous? Je dirais de ne pas avoir peur de se rendre à la pièce, à l'agent de promotion pour l'investissement et de l'exploitation, d'être assez humble pour demander à ceux qui sont devant vous, ceux qui ont réussi, qui peuvent vous accompagner, de demander des conseils, d'être assez rigoureux pour tenir des fichiers, pour tenir des comptes et tout. Tout ce que tu fais, il faut écrire. Tout ce que tu as d'expérience, il faut écrire. Tout ce que tu rencontres comme obstacle, tu as réglé, il faut écrire. Je pensais que vous allez également leur dire de faire leur expérience pendant 1 an avant d'aller vers les institutions bancaires. Bon, ça on en a dit plusieurs fois, mais oui, il faut te dire que la première année que tu travailles, c'est une phase pilote. Et tu restes comme tu étais avant, et après 1 an là, je suis disponible, vous avez mon numéro, il y a la pièce qu'elle a, les agences agrégées qui sont là, qui vous accompagnent également et tout. Votre mot de la fin? Bon, je pense que je remercie cette jeunesse dévouée, cette jeunesse laborieuse qui est prête à faire beaucoup de choses pour réussir. Je pense qu'on va tous réussir ensemble. Nous sommes à la fin de cette émission spéciale sur la problématique de l'entrepreneuriat, entreprendre au Bénin, les leçons d'un choix à la fois passionnant et périlleux. Jean-Luc Gadi, j'étais à ce micro avec Florent Wessou, gestionnaire des risques.